Entretien avec un extraterrestre de Lawrence R. Spencer et Matilda O'Donnell McElroy. Partie 1. Thème abordé dans cette partie. Petit 1. Avis des lecteurs sur le livre Alien Interview. Petit 2. Avertissement de l'éditeur. Petit 3. Dédicace. Petit 4. Introduction. Le mystère des ovnis et des extraterrestres. Petit 5. Les sources matérielles de ce livre. Annexe. Matilda O'Donnell McElroy. Petit 1. Repères biographiques. Petit 2. La première lettre de Madame McElroy. Je suis profondément reconnaissant pour ce livre. Il ne fait aucun doute que c'est avec un sens supérieur du devoir et de l'honneur que vous avez publié ce livre au nom de la regrettée Madame McElroy. Ce fut fait, je suppose, sous le meilleur format possible compte tenu des paramètres fournis. Toutefois, je ne peux pas approuver votre choix de détruire les documents. Cela paraît presque sacrilège. Certes, je comprends votre position, mais si je peux exprimer mon humble opinion, j'aurais trouvé une autre solution. De plus, à une époque de généralisation des moyens de communication, elle nous aurait été à tous un bienfait bien plus grand si elle nous avait laissé, outre ces données, un témoignage visuel et oral des matériaux présentés ici. Je suis profondément reconnaissant pour ce livre et pour les défis qu'il nous laisse. Cela m'afflige profondément d'apprendre comment a pris fin ce supplice et cet événement atroce qui démontre la peur et les préjugés de quelques-uns de ceux qui se prétendent des dirigeants. Cependant, ce que nous avons ici est d'une grande valeur en dépit de sa brièveté. Enfin, je suis également reconnaissant pour le coût du PDF qui le rend accessible à tant de gens dans le monde entier. Ce livre soulève de nombreuses questions et par ailleurs apporte des réponses stupéfiantes à de nombreuses autres. Est-ce que je recommanderais ce livre aux chercheurs? Avec toute la passion dont je suis capable? Oui, sans aucun doute. Félicitations pour un travail bien fait. Expedia. Dont les explications sont sidérantes. Merci de nous faire partager cet ensemble fascinant de documents dont les implications sont stupéfiantes. Eric Mutzschnlerschne est mon livre préféré entre tous. C'est un livre tout à fait remarquable. S'il s'agissait d'une première approche de la question des aliens, je ne choisirais pas ce livre. J'apprendrai d'abord comment cette planète est contrôlée. Lisez William Cowper, Behold a Poll House, puis God of Eden. Une fois que vous aurez appris que la religion a été écrite, favorisée par les aliens, lisez alors ce livre. Ce livre assemble les pièces du puzzle. Mais vous avez besoin premièrement de connaître les éléments qui doivent être assemblés. Si ce n'est pas le cas, il est à craindre que vous allez repousser ce livre, le considérant comme un faux. Pourtant, je vous promets que ce n'est pas un faux. Je voudrais que ce ne soit pas un livre vrai à 100%. Si c'est vrai, c'est un livre que tout le monde sur cette planète devrait lire et suivre, plus qu'aucun autre. Après avoir étudié la question des aliens pendant des années, tomber sur ce livre m'a donné le frisson et c'est mon livre préféré entre tous. Logic to Reason. Ce livre m'a vraiment parlé et a tout changé. J'ai aimé Alien Interview. Je ne suis pas et ne me suis jamais considéré comme un adepte d'ufologie. Pourtant, lorsqu'un ami m'envoya un lien vers ce livre,
mes guides exerçaient une forte pression sur moi pour que je le lise. J'ai lu l'intégralité de l'interview en moins de 24 heures. Ce livre m'a vraiment parlé et a tout changé. Merci de tout cœur pour votre contribution en notre faveur et pour le courage que vous avez eu de nous remettre les informations qui vous sont parvenues de la part de Mathilda. Amour et lumière, René. J'ai lu la totalité du livre d'un trait et je fus véritablement stupéfaite. Moukit, mail. Comble les lacunes flagrantes de la cosmologie actuelle. Merci de nous apporter ce merveilleux cadeau de mise en perspective. Son aspect général le destine et le destinera toujours à des débats animés, mais pour ceux qui sont capables de distinguer le cœur des choses, sa mesure de triangulation est juste. Il est à prévoir que le plus grand nombre rejettera le diamant tout en se battant pour l'étui. Le terme discret, ISBE, est le certificat d'authenticité délivré par le joaillier. Cela passera par au-dessus la tête de beaucoup de gens, et néanmoins, c'est là un point qui intègre la genèse cosmologique dans une cohérence dimensionnelle spécifique, comblant les lacunes flagrantes de la cosmologie actuelle. Je suis tout aussi certain que vous avez pris la décision correcte en choisissant de détruire la source matérielle. Martin Burger. Un document de preuve exopolitique de premier plan. Ce document va vous marquer de façon quasi viscérale. Après avoir entendu dans un talk-show radiophonique une interview avec l'éditeur de ce livre, je fus à la fois intrigué et légèrement fâché par la fin de l'histoire. Intrigué parce qu'à cette époque de CGI et de Photoshop, l'analyse d'images ne fait que conduire à toujours plus de plates controverses insolubles sur le vrai et le faux. C'est pourquoi le témoignage direct est, selon mon expérience, à la fois plus valable et plus intéressant. De plus, j'ai enragé en quelque sorte parce que cette information, si elle est véridique, et après l'avoir lue, je pense qu'elle l'est, aurait dû faire surface il y a plusieurs décennies et non sur le lit de mort de l'infirmière militaire qui l'a fournie. Outre les communications elles-mêmes de la part du pilote extraterrestre du crash de Roswell, aussi bien Lawrence Spencer que Matilda O'Donnell McElroy fournissent des informations contextuelles utiles pour la croisière étrange et souvent métaphysique dans laquelle les notes entraînent le lecteur. Croyez-moi lorsque je vous dis que l'information contenue dans le livre est si explosive que les lecteurs auront besoin de références apportées par ces commentaires contextuels lorsqu'ils tâcheront d'approfondir leurs études. David Griffin, Exopolitik Institute. Je peux m'engager sur la crédibilité de ce livre. Ce livre est incontournable. J'ai eu beaucoup de mal avec ce matériel, mais après avoir lu nombre d'autres livres sur le sujet, je peux m'engager sur la crédibilité de ce livre. Rogan, S.F. Lisez Alien Interview, votre vie en sera enrichie d'une grande capacité de compréhension. Upriver. Peut-être le matériel le plus important qui ait jamais fait surface dans toute l'histoire de la planète. Ce que vous avez là est la pièce la plus importante du puzzle ovni extraterrestre qui ait jamais émergé dans l'histoire. Il donnera à quelques-uns d'entre nous le pouvoir de synthétiser ce que nous enseignent les extraterrestres avec une cohérence qui peut être communiquée. Il n'a besoin absolument d'aucune correction. Le document parle de lui-même,
Et la mission d'Earl est remplie et accomplie avec succès, parce que les paroles d'Earl seront maintenant entendues partout sur la planète. Oui, le timing est parfait. C'est une victoire immense, pas seulement pour vous, mais pour la planète entière et pour chaque forme de vie qu'elle abrite. J'ai lu Alien Interview à 2 reprises, un ami me l'a envoyé. Je veux que vous sachiez ceci. Ce matériel est peut-être le matériel le plus important qui ait jamais émergé dans toute l'histoire de la planète Terre. Nesting Wave. J'ai lu ce livre et je dois, pour le moment, le classer dans la catégorie potentiellement explosif si vrai et remarquable science-fiction dans le cas contraire. Above Top Secret. Il y a plus de vérité dans cette interview que ne voudraient l'admettre la plupart des gens. Godlike Productions. Stupéfiant. Cette interview est un document sidérant. Cela confirme tout simplement des pensées que j'ai eues sur l'univers et la signification de tout cela. J'ai toujours pensé que je suis moi-même une tranche de Dieu, tout comme chacun de nous. Nous sommes tous des êtres éternels, omniscients et tout-puissants, essayant de faire l'expérience du jeu de la vie afin de nous préserver de l'ennui. Je ne pouvais interrompre ma lecture. J'ai décidé de télécharger le livre hier soir et de lire quelques pages simplement pour m'en imprégner. Waouh! Je n'ai pas pu arrêter ma lecture. J'ai finalement dû éteindre la lumière et m'effondrer sur mon lit, mais j'avais lu environ la moitié du livre et l'ai trouvé extrêmement intéressant. Betelgeuse. Petit 2. Avertissement de l'éditeur. Du point de vue de l'éditeur du livre Alien Interview, et à toute fin pratique, le contenu du livre est une œuvre de fiction. L'éditeur ne revendique aucunement le caractère factuel du contenu et, en fait, n'est pas en mesure de prouver que l'auteur présumé a effectivement existé. Même si certaines des données, des lieux, des personnes et événements décrits sont peut-être factuels ou basés sur des faits, il n'existe aucune preuve permettant de les authentifier et l'ensemble de ces éléments peuvent tout aussi bien être des inventions personnelles de l'auteur. La totalité des informations, des notes et transcriptions reçues par l'éditeur sont transmises à travers le livre dans leur forme originale intégrale. L'éditeur n'est plus en possession d'un seul des documents originaux ni de copie des documents originaux reçus de l'auteur, à savoir Madame McElroy. Certaines matières contenues dans le livre peuvent présenter des similarités avec des philosophies terrestres, et la diversité de ces dernières est trop grande pour qu'elles soient aisément différenciées. Bien que le livre discute des origines de l'univers, de l'ancienneté de l'univers physique, des activités paranormales et d'êtres immortels et ou extraterrestres, des aliens ou des dieux, il n'est nullement dans l'intention de l'auteur de représenter, de souscrire à, de défendre ou de partager le point de vue de l'auteur, une doctrine politique quelle qu'elle soit, des intérêts économiques privés, des hypothèses scientifiques, une pratique religieuse ou une philosophie d'origine terrestre ou extraterrestre. Les notes et les transcriptions contenues dans le livre reposent uniquement et exclusivement sur les déclarations et les documents remis par l'auteur, la regrettée Matilda O'Donnell McElroy, à l'exception des cas où cela sera spécifiquement stipulé dans les notes de bas de page de l'annexe du livre. L'éditeur n'est responsable d'aucune des affirmations,
déductions ou conclusions qui seront faites par le lecteur sur la base du matériel contenu dans ce livre, lesquels sont uniquement et exclusivement de la responsabilité du lecteur. Ce qui est vrai pour vous est vrai pour vous. Lawrence R. Spencer, éditeur. Petit 3. Dédicace. Ce livre est dédié à tous les êtres spirituels immortels, qu'ils soient ou non conscients de cette qualité. Il est dédié tout particulièrement à la sagesse, au courage et à l'intégrité de ces êtres supérieurs qui, à travers des incarnations successives, à des périodes diverses du passé, dans le présent et jusque dans le futur, nourrissent et portent la flamme de la vérité jusqu'aux recoins les plus obscurs de l'univers. Cette dédicace ne s'adresse pas uniquement aux enseignements philosophiques et aux technologies inventées par ces êtres, mais également au courage incontestable dont ils ont fait preuve pour mettre en pratique leur philosophie, en se heurtant à l'ignorance dominante, à l'hostilité ouverte et à la censure brutale pratiquée par des êtres abjects et par des intérêts vitaux d'institutions politiques, économiques et religieuses d'origine intergalactique ou terrestre. Bien qu'ils soient relativement peu nombreux, la sagesse profonde et le dévouement héroïque de tels êtres, et de ceux qui partagent leur quête, ont été l'unique rempart effectif contre l'asservissement spirituel. La liberté, la communication, la créativité, la confiance et la vérité pour tous les êtres spirituels immortels présents dans cet univers et l'héritage qu'ils nous lèguent. Les bons exemples qu'ils ont déposés sont notre sanctuaire et notre nourriture. La mise en pratique personnelle et diligente de leur enseignement est notre arme contre la spirale mortifère de chaos et de l'amnésie qui constitue cet univers matériel. Lawrence R. Spencer. Petit 4. Introduction. Le mystère des ovnis et des extraterrestres. Quiconque s'est penché un tant soit peu sur le phénomène ovni est informé du tristement célèbre programme radiophonique produit par Orson Welles, La guerre des mondes et l'invasion des Martiens, du 30 octobre 1938. Ce montage radiophonique d'une invasion de la Terre par des aliens a provoqué une hystérie à l'échelle mondiale, longtemps avant le crash d'un ovni à proximité de Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Au cours des 60 dernières années, depuis le crash supposé à Roswell, il y a eu des dizaines de milliers de rapports d'observation d'ovnis. La volonté de trouver la preuve de ce présumé phénomène extraterrestre a donné lieu à un déchaînement de passion dans le monde entier. Dans le même temps, les dénégations constantes du phénomène de la part du gouvernement américain ont entraîné un flux ininterrompu d'accusations, contre-accusations, de théories du complot, cover-up conspiracy, de spéculations à la limite du non-sens, d'enquêtes scientifiques, etc., etc., jusqu'à la nausée, ainsi qu'un nombre croissant d'autres prétendues rencontres du troisième type, Close Encounters. Ma première pensée lorsque je reçus le colis contenant les documents de Madame McElroy fut: voici une nouvelle liasse de documents Majestic 12. Je me référais à un mystérieux colis censé avoir été reçu par courrier en 1984, peu de temps après la mort du dernier membre encore en vie dudit comité Majestic 12, prétendument mis en place par le président Henry Truman
peu après l'incident Roswell en 1947. Plusieurs similitudes apparaissent entre les documents Majestic 12 et le colis que je reçus de Madame McElroy. Dans le cas des premiers, une enveloppe fut envoyée par un expéditeur anonyme sans adresse de retour. Elle contenait un négatif photographique non développé, rien de plus. Le négatif contenait des photographies de documents qui furent tenus pour authentiques par leur destinataire et par ses collègues dont l'intérêt direct, en l'occurrence le gagne-pain, repose lourdement sur leur capacité à attirer l'attention du public et à asseoir leur crédibilité comme autorité de premier plan dans le domaine des phénomènes ufologiques. Ils travaillèrent sans relâche depuis lors afin de découvrir des preuves de l'authenticité des documents. Bien entendu, les agences gouvernementales nient globalement l'intégralité des allégations contenues dans les documents et plus généralement tout ce qui se rapporte aux extraterrestres. En outre, le sujet a été noyé dans de telles proportions, dans des rapports évidemment contrefaits, des sources invalidées, des oui-dire, des faux artisanaux, des malentendus, des informations manquantes, des informations greffées et non pertinentes, et dans quantité d'élucubrations incohérentes qui ont rendu le sujet risible ou tout au moins indigne d'être pris en considération du point de vue scientifique. Ce résultat peut être intentionnel ou simplement un miroir de chaos général et de la barbarie qui enveloppe l'humanité. Pour ce qui est des dénégations et dissimulations de la part du gouvernement, les événements du 11 septembre 2011 ont abondamment nourri ma conviction que le gouvernement américain a détruit toute la confiance que le peuple américain et le monde ont pu avoir, en dépit même de la guerre du Vietnam, de Watergate et d'autres trahisons du même type, en l'honnêteté du gouvernement américain, de ses forces militaires et de renseignement, suite aux mensonges éhontés à l'intention de sa propre population et à propos de presque tout et n'importe quoi. En dépit d'un grand nombre d'observations d'OVNI, d'innombrables enlèvements par des aliens, aliens abduction et rencontres du troisième type, close encounters, et alors que les extraterrestres sont quasi omniprésents dans les vestiges de la préhistoire et de l'histoire humaine, je ne parviens à découvrir qu'un seul dénominateur commun, incontestable et évident, demeure récurrent dans la masse de ces données. Compte tenu que la réalité subjective ou les opinions personnelles des individus sont une évidence admise, il n'a pas été possible de s'accorder sur une preuve universelle de l'existence des ovnis et ou de formes de vie extraterrestres sur la base d'une reconnaissance officielle de preuves physiques ou de facteurs circonstanciels ou subjectifs. Je puis tirer plusieurs déductions du défaut d'accord de reconnaissance officielle ou de preuves matérielles de l'existence des faits en question qui, si elles se vérifient, pourront conduire à une solution pratique de ce mystère. Déduction. En dépit d'un recueil volumineux de preuves subjectives, circonstancielles et objectives d'activités extraterrestres sur et autour de la Terre, l'existence, les intentions et les activités des extraterrestres demeurent cachées et mystérieuses. Déduction. Des preuves universellement admises de vie extraterrestre sur la base de facteurs subjectifs, de reconnaissance officielle, d'indices matériels et circonstanciels se demeurent à des conflits d'intérêts directs
qui ont rendu de telles preuves inaccessibles. Prises dans leur ensemble, ces déductions posent la question suivante. S'il existe des formes de vie extraterrestres, pourquoi n'y a-t-il pas de communication continue, directe, ouverte, interactive entre l'humanité et les extraterrestres? Heureusement, la réalité subjective n'exige pas d'indices ou de preuves. C'est pourquoi je décidai de publier ce livre afin de rendre accessible un courrier personnel que j'ai reçu de Madame McElroy aux personnes qui pourront s'y intéresser. Personnellement, je n'affirme pas quoi que ce soit parmi les documents reçus de Madame McElroy, soit d'une quelconque manière authentique, à l'exception de l'enveloppe et du papier que contient l'enveloppe. Je ne peux justifier de quoi que ce soit. En fait, je ne suis pas même en mesure de vérifier qu'ait jamais existé une personne du nom de Madame McElroy, sinon sous la forme d'une voix que j'ai entendue au téléphone en 1998, ce pouvant être la voix de n'importe qui. Personnellement, je n'ai pas d'intérêt particulier pour la recherche en ufologie. Il est vrai que j'ai écrit quelques livres se rapportant à des êtres spirituels immortels parce que la question m'intéresse. Cependant, je n'ai pas vendu un nombre suffisant de livres pour me dédommager du temps consacré à les écrire. Il ne s'agit que d'un loisir. Je gagne ma vie comme un simple consultant d'entreprise. Je n'ai pas l'intérêt d'expliquer, de justifier ou de porter remède à une incapacité à percevoir ou à comprendre les mystères de l'existence des extraterrestres, des ovnis, des agendas gouvernementaux ou des facultés spirituelles. Mon intention n'est pas non plus d'éduquer, de persuader ou de faire valoir à qui que ce soit que l'un ou l'autre de ces phénomènes existe. D'autant plus, ce que je peux penser ou non de ces questions n'a aucune importance. Par ailleurs, j'ai brûlé tous les documents originaux, y compris l'enveloppe que j'ai reçue de Madame McElroy. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à être poursuivi par les chercheurs en ufologie, les agents gouvernementaux, les reporters de la presse à sensation, les partisans ou détracteurs du phénomène ufologique ou par qui que ce soit d'autre. Toutes les preuves ou les tentatives pour authentifier l'affirmation selon laquelle Madame McElroy a effectivement pratiqué l'interrogatoire d'un alien en 1947 devront être apportées par d'autres. Ripley dit « Croyez-le ou non. Je dis, ce qui est vrai pour vous est vrai pour vous. » Lawrence R. Spencer, éditeur. Petit 5. Les sources matérielles de ce livre. Le contenu de ce livre est extrait principalement de la lettre, des transcriptions de l'interrogatoire et des notes personnelles que j'ai reçues de la regrettée Mathilda O'Donnell McElroy. La lettre que celle-ci m'a adressée affirme que ce matériel repose sur son souvenir de la communication qu'elle a eue avec un extraterrestre qui a parlé avec elle par télépathie. En juillet et en août 1947, elle a interrogé un extraterrestre qu'elle identifie comme Earl et dont elle prétend qu'il était et demeure jusqu'à présent un officier, pilote et ingénieur qui a été récupéré d'une soucoupe volante, Flying Saucer, qui s'écrasa près de Roswell au Nouveau-Mexique le 8 juillet 1947. Il est évident que quiconque lira quoi que ce soit se rapportant à l'événement le plus fameux ou le plus tristement célèbre entre tous les événements du type soucoupe volante ou rencontre du troisième type, se doit nécessairement de faire preuve de la plus grande réserve concernant 1. L'authenticité du témoignage et 2. La fiabilité de la source d'information
tout particulièrement dans le cas où cette information surgit pour la première fois 60 ans après l'incident présumé. J'ai reçu de Madame McElroy la lettre mentionnée ci-dessus le 14 septembre 2007, en même temps qu'un colis contenant des documents. Le colis contenait 3 types de documents. 1. Des notes manuscrites en écriture cursive sur des feuilles de cahier scolaire de 8,5 x 11 pouces, dont je présume qu'elles avaient été écrites personnellement par Madame McElroy. 2. Des notes dactylographiées sur une machine à écrire manuelle sur du papier à lettres ordinaire blanc de 60 grammes, dont je suppose qu'elles avaient été préparées personnellement par elle. Tout au moins, les 2 types de notes semblaient, dans le premier cas, avoir été rédigées par la même écriture manuelle et dans l'autre cas, avoir été d'un bout à l'autre dactylographiées sur la même machine à écriture. L'écriture des notes que j'ai reçues semblait en outre authentique à l'écriture de l'adresse et de l'adresse de retour sur l'enveloppe en papier kraft que je reçus en provenance de Navan, Irlande, qui était oblitérée à la date du 3 septembre 2007. Étant donné que je ne suis pas expert en médecine légale, ni en graphologie, mon opinion sur ces questions ne constitue pas un jugement professionnellement qualifié. 3. De nombreuses pages de transcription dactylographiées de son interrogatoire de l'alien. De toute évidence, ces dernières avaient été dactylographiées sur une machine à écrire d'un autre type. Ces pages furent dactylographiées sur un type de papier différent et présentaient des signes visibles d'usure et de manipulation répétée. Aucune de ces notes n'était assemblée dans un ordre particulier ni par date, à l'exception des cas où cela était signalé par une phrase ou un paragraphe de préambule ou d'explication de sa part, ou par l'extrapolation tirée du contexte. Une citation de Voltaire dit « L'histoire est un Mississippi de mensonges ». Selon les commentaires apportés par l'alien dans les transcriptions de l'interrogatoire fourni par Madame McElroy, la leçon fondamentale de l'histoire est que de très nombreux dieux sont devenus des hommes, mais qu'un très petit nombre d'hommes, peut-être même aucun, sont parvenus à conquérir la condition de Dieu. D'après l'alien Earl, et pour autant que l'on peut se fier à ce qu'il ou elle est supposé nous avoir communiqué, et dans la mesure où la traduction ou l'interprétation de la communication présumée est fidèle, l'histoire de l'univers est une rivière de mensonges, dans le cours de laquelle la puissance et la liberté d'êtres spirituels immortels tout-puissants, semblables à des dieux, ont pris fin et ont été engloutis dans une mer de matière et de mortalité. Plus encore, selon les affirmations très directes et sans concession qui ont été faites, lesquelles semblent exprimer l'opinion personnelle de l'alien, aux yeux de quiconque viendrait à explorer les conflits de l'univers à la recherche d'un endroit appelé l'enfer, ce lieu serait une description précise de la Terre et de ses habitants dans leurs conditions présentes. Le défaut de crédibilité de la source des transcriptions d'interrogatoires que j'ai reçues de Madame McElroy est renforcé, aggravé, porté à son comble par le fait 1. Qu'elle repose presque entièrement sur une communication télépathique entre l'alien et Madame McElroy. 2. Que nombre de ces entretiens commentent les activités paranormales d'êtres spirituels immortels. Bien évidemment, la grande majorité des autorités scientifiques se refusent à reconnaître ou à prendre en considération les phénomènes spirituels
de quelque nature que ce soit. Le terme paranormal est défini dans le dictionnaire sous sa forme adjective. 1. Ne peut être expliqué par des méthodes scientifiques. 2. Surnaturel ou apparemment hors d'atteinte des voies sensorielles normales. Par définition, les personnes qui utilisent le terme paranormal 1. Ne sont pas capables d'expliquer les phénomènes spirituels et 2. Les phénomènes spirituels échappent aux fonctions sensorielles normales. En résumé, les scientifiques souffrent d'une inaptitude et ou d'un refus de percevoir et ou d'expliquer les activités spirituelles. Par conséquent, il est prévisible que la discussion des activités spirituelles ou des univers spirituels dans le cadre de ce livre sera comprise exclusivement par ceux qui sont capables de percevoir et qui percevront les choses en question. Selon les échelles de temps désignées par l'alien dans plusieurs des entretiens, il existe un certain nombre de raisons convaincantes et inconnues dans l'état actuel qui signalent la possibilité que nombre d'erreurs fondamentales de calcul ont été commises par les scientifiques terrestres concernant les origines et l'ancienneté de l'univers, de la Terre, des formes de vie et des événements. Bien entendu, ces erreurs peuvent elles-mêmes être précises ou non. En effet, le temps et son enfant bâtard, l'histoire, sont largement subjectives. Cependant, on peut observer que, contrairement au temps interstellaire ou macrocosmique, la perspective historique des habitants de la Terre se limite à une période de temps relativement microscopique en comparaison avec ce que l'on tient pour des événements récents dans la chronologie d'une civilisation galactique et encore plus limitée par rapport à l'échelle de temps de l'univers. L'histoire géologique de la Terre est censée, selon les estimations des scientifiques, être vieille de 4 milliards d'années au plus. L'ancienneté de l'Homo sapiens d'après les manuels d'archéologie est estimée à un maximum de quelques millions d'années. La chaîne du vivant dans son ensemble est censée avoir existé sur Terre depuis quelques centaines de millions d'années. Enfin, la mémoire personnelle des individus vivant sur cette planète est estimée à la durée d'une seule existence. La totalité des autres dates, événements ou interprétations d'événements qui sont cités dans ce livre proviennent de sources terrestres, de conjonctures ou d'inventions humaines, y compris celles de l'auteur, et devront être approuvées ou écartées par le lecteur en conséquence, compte tenu de l'inclination des habitants de la Terre pour la myopie, pour l'égocentrisme, et de leur ignorance générale de la multiplicité des univers dans lesquels nous demeurons. Ce livre se veut une présentation informelle d'informations qui m'ont été fournies 60 ans après les faits, se rapportant à une série d'entretiens entre un alien officier pilote et ingénieur de vaisseau spatial et une infirmière chirurgicale de l'armée de l'air américaine. Lawrence R. Spencer, éditeur. Annexe Matilda O'Donnell McElroy. Petit 1. Repères biographiques. Étant donné que je n'ai jamais rencontré Madame McElroy en personne et que j'ai eu avec elle une seule conversation téléphonique qui dura approximativement 20 minutes, je ne peux pas me porter garant personnellement de ce que cette dernière constitue une source crédible d'information. En fait, je ne peux prouver formellement qu'une telle personne a effectivement existé, ni tenir pour acquis purement et simplement que j'ai réellement parlé avec elle au téléphone et que j'ai reçu de la même personne des documents manuscrits
dans le courrier qui fut envoyé d'une adresse physique en Irlande. Quand je me suis entretenue avec elle par téléphone en 1998, je vivais en Floride. À l'époque de notre brève communication téléphonique, Madame McElroy vivait à Scotty Pry Drive à Glasgow, Montana. Ce détail m'est connu parce que je lui ai envoyé par courrier un exemplaire de mon livre The Oz Factors à titre de présent après qu'il ait été publié en 1999. Je suis certain qu'elle a reçu le livre parce qu'elle le mentionne par son titre dans la lettre que je reçus d'Irlande, dans laquelle elle déclare l'avoir lu. J'ai effectué une recherche de base sur Internet concernant Glasgow, Montana, pour mon intérêt personnel. Glasgow a été fondée en 1887 comme une cité ferroviaire qui devient populaire au cours des années 30 parce que le président FDR fit construire à cet endroit le barrage de Fort Peak qui allait devenir un énorme bassin d'emploi pour toute la région de Glasgow. Au cours des années 60, la population grimpa jusqu'à 12 000 habitants à cause de la base militaire aérienne de Glasgow, SAC, qui fut utilisée au cours du conflit au Vietnam et pendant la première partie de la guerre froide. La base fut désactivée et fermée en 1969. Dans ma conversation téléphonique avec Madame McElroy, celle-ci mentionna qu'elle avait été réaffectée à cet endroit par l'US Air Force après qu'elle ait eu terminé son service et que ce fut là qu'elle rencontra son mari qui était ingénieur. Je ne crois pas qu'elle ait mentionné son prénom. Toutefois, il travaillait à la construction du barrage de Fort Peak qui donna naissance à l'immense lac de Fort Peak. Le barrage fut achevé en 1940, mais l'homme demeura dans la région, étant grand amateur de pêche et de nature. Je supposais que l'héritage irlandais de l'endroit était pour quelque chose dans sa décision, mais ne me suis pas étendue plus avant avec elle sur ce point. Je ne suis pas parvenue à trouver la moindre trace d'un McElroy qui aurait travaillé au barrage, mais les archives d'employés remontant à cette période sont pratiquement inexistantes, pour autant que je sache. Je pris contact avec elle au cours de mes recherches en vue du livre The Oz Factors, parce que je fus conduit à penser, à travers une démarche de recherche très rigoureuse, que cette femme était susceptible d'avoir été impliquée dans un contact avec un alien sur la zone 51, ou sur le site du crash de Roswell, ou dans quelques événements de ce type. Par une suite de déductions circonstancielles et d'informations fortuites, je découvris enfin un numéro dans l'annuaire téléphonique et appelai afin de m'assurer que la personne en question existait effectivement. Il va sans dire que, lors de mon appel, elle ne fut guère communicative dans ses réponses à mes questions. Néanmoins, je pense qu'elle fut sensible à la sincérité ingénue et bien intentionnée avec laquelle je cherchais des informations pour mon livre, et qu'elle réalisa que je n'étais pas animé d'objectifs indignes ni d'appétit lucratif, et que je n'avais non plus aucune raison de tirer profit d'elle de quelque façon que ce fût. Quoi qu'il en soit, elle ne me communiqua à cette occasion aucune information utile, si ce n'est pour dire qu'elle avait servi dans l'armée et qu'elle avait été stationnée au Nouveau-Mexique en 1947. Elle ne pouvait discuter d'absolument rien à propos de quelques incidents que ce soit, sa vie dépendant de son silence. Bien que cela ait piqué ma curiosité plus encore, il était vain de tenter de la pousser plus avant. Je renonçai donc,
et l'oublier jusqu'au mois de septembre dernier, moment où je reçus le colis en provenance d'Irlande. Je tâchai de prendre contact avec elle en Irlande à l'adresse de retour qui figurait sur le colis, mais je ne reçus pas de réponse de sa part, pas plus que je ne parvins à trouver qui que ce soit à Meath County, en Irlande, qui soit en relation avec l'un ou l'autre, à l'exception de la propriétaire à laquelle ils louèrent une chambre pendant quelques semaines avant leur mort, qui semble être survenue simultanément, bien que je ne dispose d'aucun indice probant à ce propos. Cependant, le carnet de l'enveloppe qu'elle m'avait envoyé avait été apposé au bureau de poste de Navan, CO, Meath, en Irlande, à la date mentionnée ci-dessus. Étant donné qu'il existe un domicile réel, selon Google Maps, à l'adresse de retour qui figure sur l'enveloppe, j'écrivis à l'adresse et fus informé par la propriétaire de la maison que madame McElroy ainsi que son mari, qui se prénommait Paul, étaient tous deux décédés depuis peu. Elle précisa que les urnes funéraires de madame McElroy et de son mari étaient enterrées au cimetière Saint-Finian, sur Off-Boy Road. Ultérieurement, je ne parvins pas à trouver la moindre trace d'elle sous le nom de jeune fille O'Donnell, et je n'eus pas plus de succès pour découvrir ne serait-ce qu'un seul ami personnel, membre de famille ou document qui confirmerait sa naissance, sa formation médicale, sa carrière militaire, son mariage ou sa mort, à l'exception de sa propriétaire en Irlande, laquelle n'est pas un proche, juste avant sa mort. Je présume qu'il s'agissait de la fausse identité qui lui fut donnée par les militaires lorsqu'elle quitta Roswell, ainsi qu'elle le mentionne dans ses notes. Quoi qu'il en soit, il paraît vraisemblable que son identité et toute trace de son existence aient été expurgées des archives publiques. Je comprends que certaines agences gouvernementales se livrent couramment à la dissimulation de preuves ou ont coutume de faire disparaître des archives et des personnes. Il semble vraisemblable que ce fut le cas pour elle, du fait de la nature hautement sensible de l'incident Roswell et en cohérence avec le reste de la présumée opération de cover-up. Dans la mesure où je ne dispose d'aucune autre information, sinon celle que j'ai déjà mentionnée, qui me permettrait de vérifier ou de donner corps à l'idée que les notes de ces entretiens, qui me furent envoyés par madame McElroy, sont d'une façon ou d'une autre authentiques. Laissons le lecteur en prendre connaissance et forger sa propre conviction. Lawrence R. Spencer, éditeur. Petit 2. La première lettre de madame McElroy. Le 12 août 2007. Cher Lawrence, je vous écris cette lettre sur la vieille machine à écrire de marque Underwood que j'avais achetée après avoir été renvoyé de l'armée. Dans un sens, cela forme un contraste saisissant avec le sujet de cette lettre et avec les documents que vous trouverez contenus dans cette enveloppe. 8 ans approximativement se sont écoulés depuis la dernière fois que j'ai parlé avec vous. Dans le bref échange téléphonique que vous aviez eu avec moi, vous m'aviez demandé de vous prêter assistance dans votre recherche en vue du livre The Oz Factors que vous étiez en train d'écrire. Vous pensiez en effet que j'étais susceptible de savoir quelque chose qui vous aiderait dans votre enquête sur l'hypothèse de l'influence d'extraterrestres dans l'histoire de la Terre. Au cours de cet échange, je vous avais dit que je ne détenais aucune information que je pourrais partager avec vous sur quelque sujet que ce fût. Depuis lors, j'ai lu votre livre,
Je l'ai trouvé très intéressant et convaincant. Sans aucun doute, vous vous distinguez comme un homme qui s'est acquitté avec mérite du travail qui lui incombait et qui pourra comprendre mes propres expériences. J'ai beaucoup pensé à votre référence au vieux philosophe que vous avez paraphrasé dans votre conversation téléphonique. Plus grand est le pouvoir, plus grande est la responsabilité. Bien qu'à mon avis, le pouvoir ne soit pas un facteur déterminant dans ma vie, ni dans les raisons pour lesquelles je vous envoie ces documents sous enveloppe, vous m'avez sans aucun doute amené à m'interroger sur ma propre responsabilité. J'ai reconsidéré ma position pour un certain nombre de raisons, l'une d'elles, et non la moindre, étant que j'ai réalisé que vous aviez raison. Il ne fait pas de doute que j'ai, pour le moins, une responsabilité envers moi-même. Il m'est impossible de vous faire le récit de l'enfer personnel d'indécision morale et d'ambivalence spirituelle que j'ai enduré depuis 1947. Je refuse de continuer à jouer, pour le reste de l'éternité, le jeu consistant à dire « peut-être aurais-je dû, peut-être n'aurais-je pas dû ». Beaucoup de gens ont été tués afin d'anéantir toute possibilité que soit porté au grand jour le savoir dont j'ai, jusqu'à présent, contribué à interdire l'accès à la société. Pas plus d'une poignée d'hommes sur terre ont vu et entendu ce que j'ai eu le fardeau de garder secret pendant 60 ans. Tout au long de ces années, j'ai cru que j'avais été honoré d'une très large confiance de la part des pouvoirs en place au sein de notre gouvernement, même si j'ai considéré à de nombreuses reprises que le pouvoir est amplement déployé dans le but de protéger l'humanité contre une connaissance certaine. Non seulement il existe des formes de vie intelligentes extraterrestres, mais en outre ces êtres se sont livrés à des manipulations, ils ont fait intrusion dans la vie de chaque individu sur Terre et poursuivent leur opération chaque jour. Eu égard à de telles circonstances, j'estime que le temps est venu de léguer mes connaissances secrètes à une personne qui, j'en suis convaincu, les comprendra. Je ne pense pas qu'il serait responsable de ma part d'emporter le savoir que je détiens dans le silence de l'au-delà, hors d'atteinte ou de reconnaissance. Mon opinion est qu'il existe un intérêt supérieur à servir plus important que de protéger les intérêts vitaux de ceux aux yeux desquels ces informations sont tenues pour une question de sécurité nationale, quoi que cela signifie, et au nom lesquels on justifie de maintenir ces informations top secret. Par ailleurs, je suis maintenant âgé de 83 ans. J'ai pris la décision de quitter ce corps qui a largement dépassé sa durée utile pour moi en recourant à une méthode indolore d'euthanasie auto-administrée. Il me reste très peu de mois à vivre, je n'ai rien à redouter ni à perdre. Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai quitté le Montana, où mon mari et moi avons vécu la plus longue partie de mon existence, pour passer le peu de jours qui nous restent à vivre dans une charmante chambre meublée louée, dans une maison située sur la terre natale de la famille de mon mari, à Meath County, en Irlande. Je vais m'éteindre à peu de distance du Great Mound, à Knowth and Dove, le tumulus magique des ténèbres. Il s'agit de cairns sacrés, des structures monumentales en pierre qui furent érigées environ 3700 ans avant Jésus-Christ et qui ont été gravées en hiéroglyphes indéchiffrables
à peu près à l'époque où des pyramides et d'autres monuments de pierre inexplicables ont été construites partout sur Terre. Je me trouve également à peu de distance de la colline de Tara, qui fut à une époque ancienne le siège du pouvoir en Irlande et où on dit que 142 rois ont régné au temps préhistorique et à l'époque historique. Dans la religion et la mythologie irlandaise antique, ce lieu était la demeure sacrée des dieux ainsi que l'entrée vers l'autre monde. Saint Patrick est venu jusqu'à Tara afin d'abattre l'ancienne religion païenne. Il est possible qu'il ait mis fin aux pratiques religieuses dans la région, mais il n'a certainement eu aucun impact sur les dieux qui ont apporté ces civilisations sur Terre, ainsi que vous le découvrirez en lisant les documents renfermés dans l'enveloppe. Il s'agit ainsi d'un lieu approprié pour mon départ de ce monde profane, et pour que je sois enfin soulagé des fardeaux de cette vie. La perspective limpide offerte par l'examen rétrospectif m'a révélé un but supérieur: contribuer à la survie de la planète et à celle de tous les êtres vivants et des formes de vie à travers la galaxie. Le statu quo adopté par l'établissement gouvernemental a été de protéger les gens contre la connaissance de ces questions. En effet, l'unique protection que l'ignorance et le secret puissent atteindre est d'occulter l'agenda secret de ceux qui ont le pouvoir d'asservir autrui, et, ce faisant, de désarmer tout ennemi identifié et ses alliés au moyen de la superstition et de l'abrutissement. En conséquence, j'ai mis sous enveloppe l'original et les seules copies existantes de mes notes et réflexions personnelles sur un sujet que j'ai constamment gardé secret pour tous, y compris pour ma propre famille. J'ai également inséré dans l'enveloppe mes copies des transcriptions dactylographiées créées par le scénographe qui transcrivit l'intégralité de mes entretiens avec le pilote du vaisseau extraterrestre à la fin de chaque interrogatoire. Je ne possède pas d'exemplaires des enregistrements sur bande magnétique qui ont été réalisés de mes rapports d'interrogatoire. Personne, jusqu'à présent, ne sait que j'ai pu conserver secrètement des copies des transcriptions officielles des interrogatoires. À présent, je vous confie ces documents afin que vous en disposiez librement et que vous les portiez à la connaissance du monde entier sous la forme ou la manière qui vous paraîtra appropriée. Ma seule requête est que vous procédiez d'une manière qui, si possible, ne mettra pas en danger votre propre vie ou votre bien-être. Si vous étiez amené à incorporer ces notes de mes expériences dans une œuvre de fiction, telle qu'un roman, la nature factuelle du matériel pourrait facilement être réfutée ou invalidée par toute agence pour laquelle la sécurité nationale est invoquée comme rempart contre l'examen et la justice. Cependant, vous pourriez nier toute connaissance de leur origine véritable et prétendre qu'il s'agit d'une œuvre de fiction née de votre imagination. Celui qui a affirmé que la vérité dépasse la fiction a vu juste. Pour la plupart des gens, tout ceci sera incroyable. Malheureusement, il s'avère que les opinions ne sont pas un critère fiable de réalité. De même, je suis certaine que si vous deviez montrer ces notes à quiconque préférerait à la liberté l'esclavage physique, économique ou spirituel, la matière de ces notes lui paraîtrait fortement sujette à caution.
Si vous tentiez de publier ces notes comme le contenu d'un reportage dans un organe de presse ou dans les informations télévisées du soir, elles seraient d'emblée rejetées comme l'œuvre d'un escroc. La nature elle-même de ces documents les rend incroyables et par conséquent les met en prise au discrédit. De façon corrélative, la divulgation de ces informations est potentiellement catastrophique pour certains intérêts vitaux politiques, religieux et économiques. Ces documents contiennent des informations tout à fait pertinentes eu égard à votre intérêt et à vos recherches sur les rencontres du troisième type et le paranormal. Pour reprendre une analogie qui se trouve dans votre livre The Oz Factors, je peux affirmer en toute honnêteté que le petit nombre de rapports qui ont été réalisés par d'autres sources sur les influences extraterrestres ne sont qu'une douce brise dans l'œil d'un cyclone apocalyptique qui tourbillonne autour de la Terre. Décidément, cet univers est peuplé de magiciens, de méchantes sorcières et de singes volants. Cette information, que tant de personnes ont suspectée et qui a été l'objet de spéculations à grande échelle, a été constamment réfutée par la presse à grand tirage, par les milieux universitaires, ainsi que par le complexe militaire industriel contre lequel le président Eisenhower nous a mis en garde dans son discours d'adieu. Comme vous le savez, en 1947, la base aérienne militaire de Roswell, RAAF, émit un communiqué de presse affirmant qu'un personnel du 509e escadrillon de bombardiers avait récupéré des débris d'une soucoupe volante dans un ranch situé près de Roswell, Nouveau-Mexique, communiqué qui suscita un brûlant intérêt de la part des médias. Plus tard, le même jour, le commandant en chef de la 8e zone de défense aérienne déclara que le major Jesse Marcel, qui était concerné, n'avait recueilli que des débris en lambeaux d'un ballon atmosphérique. Les données factuelles de l'incident ont été depuis lors intégralement effacées par le gouvernement des États-Unis. Il se peut que vous ignorez que j'ai appartenu au corps médical féminin de l'US Army Air Force, WAC, qui à cette époque faisait partie de l'US Army. Au moment de l'incident, j'étais affectée au 509e escadrillon de bombardiers en tant qu'infirmière de vol. Quand la nouvelle parvint à la base qu'un crash s'était produit, on m'ordonna d'accompagner M. Kavitz, qui était l'officier de contre-espionnage, jusqu'au site du crash en faisant office de conducteur de son véhicule et de fournir, le cas échéant, toute assistance médicale d'urgence qui serait nécessaire. Ce fut dans ces circonstances que j'ai assisté brièvement à la récupération d'un vaisseau spatial extraterrestre ainsi que des dépouilles de plusieurs membres d'équipage extraterrestres à bord du vaisseau, lesquels étaient déjà décédés. Quand nous fûmes arrivés, j'appris que l'un des membres d'équipage à bord du vaisseau avait survécu au crash, était conscient et apparemment indemne. L'alien à l'état conscient avait une apparence semblable aux autres, quoiqu'en vérité, il fût d'une autre nature que ces derniers. Personne, parmi le personnel présent, ne pouvait communiquer avec le survivant, dans la mesure où l'entité ne s'exprimait ni verbalement, ni par signes reconnaissables. Toutefois, alors que j'étais en train d'examiner le patient, afin de déterminer s'il présentait des blessures, je perçus et compris immédiatement
que l'alien tentait de communiquer avec moi sous forme d'images mentales ou de pensées télépathiques qui se projetaient directement depuis la conscience de l'entité. Je rapportai immédiatement le phénomène à monsieur Cavite. Aucun autre des personnels présents ne pouvant percevoir ses pensées, et l'alien étant capable de et semblant vouloir communiquer avec moi, il fut décidé, après une brève consultation avec un officier supérieur, que j'allais raccompagner jusqu'à la base l'alien encore en vie. Cela résultait en partie du fait que j'étais une infirmière et pouvais assurer les besoins physiques de l'alien, aussi bien que faire office d'interlocuteur et d'accompagnateur non hostile. Après tout, j'étais la seule femme sur le site et la seule personne qui ne fût pas armée. Aussitôt après, je fus affectée de façon permanente pour servir d'accompagnateur attitré de l'alien. Ma mission consistait à communiquer avec et à interroger l'alien et à remettre un rapport complet de tout ce que j'aurais découvert au commandement général. En conséquence, on me remit des listes de questions spécifiques qui m'étaient fournies par des cadres militaires et civils que j'allais devoir interpréter à l'intention de l'alien avant de fixer les réponses aux questions fournies. J'accompagnais également l'alien à toute occasion lors des tests médicaux et des nombreux autres examens auxquels l'alien était soumis par des représentants de diverses agences gouvernementales. On m'accorda une promotion au grade de senior master sergent dans le but de relever mon niveau de sécurité et d'augmenter mon barème de rémunération de 54 $ à 138 $ mensuels pour cette affectation fort atypique. J'ai assumé cette mission à partir du 7 juillet jusqu'au mois d'août 1947, moment où l'alien est mort ou a quitté le corps, ainsi que vous le lirez dans mes notes. Même si on ne me laissa jamais entièrement seul avec l'alien, puisque se trouvaient constamment présents des personnels militaires, des agents des services de renseignement, ainsi qu'un panel d'autres officiels présents occasionnellement, j'ai pu bénéficier néanmoins d'un accès ininterrompu et d'une communication continue avec l'alien pendant une durée de près de 6 semaines. Vous trouverez ci-après une présentation générale et un résumé de mes souvenirs personnels des entretiens avec le pilote du vaisseau extraterrestre que je connus par la suite sous le nom de Earl. Je sens qu'il est de mon devoir, à présent, dans l'intérêt supérieur des habitants de la Terre, de révéler ce que j'ai appris de mes échanges avec Earl au cours de ces 6 semaines, à la date anniversaire de sa mort ou de son départ il y a 60 ans. Quand bien même j'ai servi comme infirmière dans l'Army Air Force, je ne suis ni pilote ni technicien. En outre, je n'eus aucun contact direct avec le vaisseau ni avec d'autres matériaux récupérés sur le site du crash à cette époque, ni par la suite. Dans ces circonstances, il est nécessaire de prendre en considération que ma compréhension des échanges que j'ai eus avec Earl repose sur ma propre capacité subjective à interpréter la signification des pensées et des images mentales que je parvenais à percevoir. Nos communications n'ont pas consisté en langue parlée au sens ordinaire. En effet, le corps de l'alien n'avait pas de bouche par où parler. Notre communication fut télépathique. Au début, je ne parvenais pas à comprendre Earl très clairement. J'arrivais à capter des images,
des émotions et des impressions, mais il était difficile pour moi d'exprimer celles-ci sous forme verbale. Après qu'Earl eut appris la langue anglaise, elle fut capable de concentrer ses pensées plus précisément en utilisant des symboles et des significations de mots qu'elle pouvait comprendre. Apprendre la langue anglaise fut une faveur consentie à mon intention. Cela était destiné à mon propre profit plutôt qu'au sien. Quand prirent fin nos séances d'interrogatoire, et de façon croissante depuis lors, j'avais acquis une grande assurance dans la communication télépathique. J'étais capable de comprendre les pensées d'Earl comme s'il se fût agi des miennes. D'une certaine manière, ses pensées étaient devenues mes pensées, ses émotions sont mes émotions. Toutefois, cela est limité par sa propre volonté et par son intention de me faire partager son propre univers personnel. Elle est capable d'être sélective quant à la communication que je suis autorisé à recevoir d'elle. Il est vraisemblable que son expérience, sa formation, son éducation, ses relations et objectifs sont les siennes de façon exclusive. Le domaine est une race ou une civilisation au sein de laquelle Earl, l'alien que j'ai interrogé, est un officier, un pilote et un ingénieur servant dans le corps expéditionnaire du domaine. Le symbole représente l'origine et la frontière illimitée de l'univers connu, unifié et intégré dans une vaste civilisation sous le contrôle du domaine. Earl est affectué actuellement à la base de la ceinture d'astéroïdes qu'elle désigne comme la station spatiale du système solaire de la Terre. Avant tout et par-dessus tout, Earl est elle-même. À titre secondaire, elle sert volontairement comme officier, pilote et ingénieur dans le corps expéditionnaire du domaine. Dans de telles fonctions, elle a des missions et des responsabilités, mais elle peut aller et venir librement à sa convenance. Je vous prie d'accepter ce matériel et de le faire connaître du plus grand nombre. Je répète que je n'ai nullement l'intention de mettre en danger votre vie, pas plus que je ne m'attends à ce que vous prêtiez foi au moindre fragment de ce matériel. Quoi qu'il en soit, je perçois clairement que vous êtes apte à mesurer la valeur qu'une telle connaissance pourra revêtir pour ceux qui ont la volonté et qui sont capables de faire face à sa réalité. L'humanité a impérativement besoin de connaître les réponses aux questions contenues dans ce document. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quel est notre but sur Terre? L'humanité est-elle seule dans l'univers? S'il existe une vie intelligente ailleurs, pourquoi n'ont-ils pas pris contact avec nous? Il est d'importance vitale que les gens comprennent les conséquences dévastatrices pour notre survie physique et spirituelle si nous ne parvenons pas à prendre les mesures radicales afin d'anéantir les dommages immémoriaux et omniprésents causés par les opérations extraterrestres sur Terre. Peut-être les informations contenues dans ces documents serviront-elles de pierre angulaire en vue d'un avenir meilleur pour l'humanité. J'espère que vous saurez vous montrer plus intelligent, créatif et courageux dans la diffusion de ces informations que je ne l'ai été moi-même. Puissent les dieux vous bénir et vous protéger. Madame Mathilda O'Donnell McElroy, Senior Master Sergent, corps médical féminin de l'Army Air Force, retraité.